Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et merci pour les étoiles. Je vous encourageais il y a 2 semaines à noter le podcast, je vous encourage encore et toujours à le commenter aussi, pour contribuer à le faire connaître et faire profiter un maximum de monde du podcast. Et vous pouvez le faire maintenant sur Apple et Spotify. Donc vous l'avez fait, merci. J'aime beaucoup aussi lire vos messages que je reçois très régulièrement en messages privés sur LinkedIn. Et puis, comme je trouve que le podcast est beaucoup trop à sens unique, en fait, je parle, mais vous me répondez pas. Je trouve ça extrêmement frustrant. Et du coup, je vais vous proposer dès cet épisode d'apporter vos contributions via un lien qui sera dans les commentaires, pour qu'on profite aussi de vos expériences. Donc l'idée, ça va être de réagir par rapport à la thématique qu'on va aborder, par rapport à vos convictions et à vos pratiques, à vos expériences, à ce que vous avez envie de partager. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur et un auteur, Vincent Mendes. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage de Vincent, qui est un mix de réflexions et de conseils très concrets autour du management, et plus précisément du management en mode distribué, c'est-à-dire sur plusieurs sites, ou qu'on appelle maintenant hybride, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas toujours ensemble. Alors il se trouve que j'ai reçu son ouvrage en même temps que la dernière étude de la NDRH, qui avait cette étude avec le BCG, sur l'évolution du travail. Et c'est une étude qui a été faite en février 2022, et je vois qu'elle souligne que 84% des DRH interrogés pensent que le rôle du manager a été le plus bouleversé par le passage à l'hybride, et que 93% affirment que le travail hybride doit faire évoluer le rôle du manager. Donc certes, j'étais déjà convaincue, mais en voyant ces stats et en regardant le livre de Vincent, je me suis dit go. Il y a moyen d'apporter des éléments concrets à mes auditrices et mes auditeurs. Alors on l'écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Delphine. Vincent, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu m'as envoyé ton livre, ton ouvrage, les 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées, alignées, même à distance. Donc on est au cœur du sujet actuel. Avant que tu te présentes, je vais lire quelques passages qui, je trouve, introduisent bien notre conversation. Le premier passage. Les entreprises vont ainsi très vite se diviser en 2 groupes, celles qui transforment leur organisation autour d'un mode distribué et du télétravail, hybride, afin de s'adapter aux réalités sociales, économiques et environnementales, et à ne pas en faire des contraintes, et celles qui persévéreront dans l'ancien modèle et transformeront la réunionite en irréunionite, l'inertie bureaucratique en inertie e-bureaucratique, et les burn-out en Zoom Teams burn-out. Deuxième passage. Mais il convient d'inclure également l'inefficacité de l'organisation à répondre positivement aux attentes managériales humaines de ces équipes qui ont toujours, si ce n'est plus, les mêmes besoins de confiance, d'autonomie, de responsabilisation, de réalisation. Nous le savons pourtant bien, désormais, c'est à ce niveau-là que se joue le niveau d'attractivité de l'entreprise, qui lui permet d'attirer et retenir les talents aujourd'hui et demain. Donc Vincent, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a fait écrire cela ? Avec plaisir, merci Delphine. Alors je suis Vincent Mendes, je suis avant tout jeune papa depuis 1 an maintenant. À côté de ça, depuis 10 ans, je suis entrepreneur et l'heureux CEO, cofondateur d'Aster, une solution d'efficacité en réunion, notamment les réunions hybrides. Et puis du coup, depuis peu, écrivain. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre ? À travers reprise que j'ai cofondée avec mes associés Thomas et Jean-Baptiste il y a une dizaine d'années, on a une mission qui est extrêmement simple, c'est d'aider les équipes à collaborer efficacement, de manière positive, grâce à la tech. Et donc c'est ce qui guide la création d'entreprise depuis 10 ans. Aster, la solution en tant que telle est née, c'est déployée en 2018 chez les premiers clients, historiquement plutôt des grands groupes.
Et ce livre est la continuité logique en fait de ce qu'on a fait sur Aster, parce que Aster vise à rendre les réunions plus efficaces, à y perdre moins de temps, etc. Mais ça s'insère dans une problématique beaucoup plus globale qui est la transformation de l'organisation, qui a globalement 2 pans, le digital, le managérial. Et donc ce livre en fait se veut un peu la synthèse de tous les apprentissages qu'on a pu avoir pendant le Covid. On venait me chercher constamment pour me demander moi je suis tel grand groupe dans l'énergie, comment ils font à côté pour répondre à telle problématique. Donc je faisais des mises en relation, j'échangeais des tips, etc. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de choses et que tout centraliser dans un bouquin, ça pouvait être un projet sympa et utile. Voilà, c'est comme ça qu'est né le livre. Alors, est-ce que tu peux nous redire ce que c'est le mode distribué? Oui. Alors, on parle beaucoup d'hybride maintenant pour un peu résumer ça. C'est-à-dire qu'hybride, il y a des personnes sur site, il y en a qui sont à la maison. Dans les faits, distribuer, c'est encore un peu plus large que ça. C'est simplement se dire que les ressources de l'entreprise ou même à l'échelle d'une équipe ne sont pas sur le même lieu au même moment. C'est-à-dire que même sans parler de télétravail, une équipe qui est simplement dispersée parce qu'il y a un bout de l'équipe qui est dans un site sur une usine, l'autre qui est au siège, c'est un mode distribué. On va devoir utiliser 2 modes de collaboration, l'asynchrone, le synchrone. Les mêmes règles s'appliquent que sur le phénomène télétravail qu'on connaît tous depuis 2 ans. L'asynchrone, les emails, les messageries instantanées, Teams, Slack, et le synchrone, les réunions, les échanges téléphoniques, etc. Alors, quels sont les conseils que tu donnes? Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de ce qui serait bien de faire, enfin ce qui est bien de faire? Parce que je reviens quand même sur le premier passage où tu disais on va avoir 2 types d'entreprises. Il y a celles qui vont transformer leur organisation autour du mode distribué et du télétravail. Il y a celles qui vont transformer leur réunionite en e-réunionite. Concrètement, ça va être quoi la différence? Il faut faire quoi pour être dans une case ou dans l'autre, entre guillemets? Dans un cas ou dans l'autre, plutôt. Ouais, là tu touches effectivement au fond du bouquin. C'est-à-dire que la réunionite, ça existe depuis longtemps. Tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. On dit tous que c'est d'ailleurs un mal français. Bon, ça n'a rien de français. C'est très c'est pas rattaché à la culture française. C'est très international aussi. Mais globalement, qu'est-ce qu'a fait le fait d'insérer la distance dans les relations? C'est venu exacerber des irritants de la réunion. Je donne un exemple. Une réunion qui est pas préparée, où on est autour de la même table, ça parle à droite à gauche, on n'est pas forcément d'accord sur tout, on n'est pas aligné sur l'info, etc. Ok, mais on arrive un petit peu quand même à se calibrer vers la fin et à reprendre les échanges. Sur Teams, sur Zoom, qu'importe, en visio, 2 personnes qui parlent en même temps, c'est déjà intenable. On peut plus se comprendre. Voilà, c'est exactement ça. Les problématiques sont exacerbées. Il y a la problématique du temps aussi, passer en réunion. On se disait qu'on passait trop de temps en réunion. Aujourd'hui, les réunions en tant que telles dépassent pas trop les délais qu'on leur donne. Par contre, tout est devenu réunion. Nos agendas sont saturés de meetings. On doit se parler, ça devient un créneau de 30 minutes ou d'1 heure sur un agenda. Donc voilà, c'est à l'échelle de la réunion, on voit bien comment s'exacerbent les problématiques qu'il y avait dans, entre guillemets, l'ancien monde. Et donc quand je parle de ces 2 types d'organisations qui vont se splitter, c'est se dire est-ce que je continue à mettre des bouts de scotch pour je reprends l'exemple de ma réunion, pour essayer de la rendre plus efficace. Les bouts de scotch, c'est dire je vais mettre des posters dans une salle de réunion en disant qu'il faut faire un ordre du jour et faire des comptes rendus à la fin. Ou alors est-ce que je vais prendre la contrainte qu'est aujourd'hui la distance et l'intégrer dans la manière de fonctionner de l'organisation, parce que cette organisation hybride distribuée va rester pérenne, je le sais, j'en doute pas. Du coup, je l'intègre dans ma composante managériale et digitale. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pratico-pratique? Parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé d'être sur le bouquin. C'est ok, on parle un peu de concept, mais le but c'est d'être très très terrain et d'avoir beaucoup de témoignages derrière. Je donne un exemple. On se retrouve avec beaucoup d'outils. Aujourd'hui, tout le monde s'est retrouvé avec du Teams, du Zoom, avec donc les emails, les logiciels de gestion de projet, bon qu'importe. On se retrouve un peu noyé sous l'info, constamment, les mails, etc. C'est une grosse douleur qui ressort des collaborateurs depuis 2 ans. Encore plus dur de se déconnecter. Je finis enfin ma dernière réunion à 19h et maintenant je vais faire tous mes comptes rendus ou traiter mes sujets, mes mails jusqu'à 20h. Bref, c'est pas une manière de travailler efficace, c'est pas tenable à titre personnel. Du coup, premier conseil par exemple sur la collaboration avec les outils. On a 2 types d'outils, j'en parlais tout à l'heure en intro, les outils asynchrones, mail, message instantané, les outils synchrones.
sur une échelle qui va de l'asynchrone au synchrone, on est sur quelque chose de plus en plus coûteux. Envoyer un message qui prend 30 secondes sur Teams ou prendre une réunion d'1 heure à 8 personnes, voilà, c'est pas le même coût à l'échelle de la personne, à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des règles en fait aux outils. On va se dire les moments synchrones doivent tous, donc comme les réunions, doivent tous être préparés en amont de manière asynchrone. Je donne un exemple, j'ai une problématique. Je sollicite des gens sur Teams, salut tout le monde, est-ce que vous avez une solution pour ce problème? Puis il y a un message, une réponse, une deuxième réponse, une troisième réponse. Bon, ça peut vite devenir une longue conversation avec des notifications qui polluent tout le monde. On peut se donner une règle qui est, comme celle qu'on s'est donnée chez Aster, à partir de 5 messages sur un sujet donné dans Teams, on passe à l'échelon d'après de la collaboration, c'est le coup de fil. Parce que parfois, je peux m'économiser 50 messages en un coup de fil de 5 minutes. Donc je vais appeler la personne pour creuser le truc. Et si ce coup de fil de 5 minutes, il marche pas, là on va programmer la réunion parce qu'on est sur un sujet complexe, il va falloir des gens autour de la table, il faut que ce moment soit préparé, et en fait, tous les échanges qu'il y a pu avoir en amont, les réflexions, que ça soit dans la messagerie Teams ou par le coup de fil avant, et puis en plus par d'autres idées, d'autres infos qui peuvent arriver, vont servir à préparer la réunion. Je vais par exemple pouvoir ouvrir un document, un Google Doc, une Aster parce que c'est fait pour ça, ou qu'importe, et mettre toutes les infos qui vont me permettre de préparer cette réunion en amont, ou demander aux autres de dire tenez, vous avez jusqu'à jeudi prochain pour mettre toutes vos idées sur le sujet, toutes les infos que vous avez. On arrive en réunion, et là en 30 minutes, on se fixe un objectif, on essaie de l'atteindre sur ces 30 minutes, 45 minutes de réunion. Donc la première règle, c'est la collaboration asynchrone sert la collaboration synchrone, et il faut pas inverser les choses. Et il faut pas qu'on arrive en réunion pour juste créer une symétrie de l'information. Bon bah voilà, on est tous d'accord, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah non mais moi j'étais pas d'accord. Ah moi je vais rechercher l'info, attendez, quittez pas, je ramène les trucs. On perd 20 minutes, les infos sont pas là sous les yeux, c'est extrêmement désengageant, démotivant, etc. Voilà. Si on inverse les choses, c'est ce qui se passe. Et vous voyez que rien que ça, je parle de digital, mais je parle de règles de culture managériale, de règles que le manager va par exemple créer avec son équipe. Peut-être un autre tips sur le sujet, pas de réunion en dehors des rituels. Voilà. Sinon, nos agendas se saturent de réunions. Les rituels sont là pour traiter l'information courante, le pilotage des affaires, des sujets, les prises de décision importantes, et en fait il faut essayer de minimiser au maximum toutes les réunions qui sortent de ces rituels, d'où la réflexion extrêmement intéressante à l'échelle d'une équipe ou d'une organisation de se dire quels sont mes rituels. Une demi-heure le lundi matin tous ensemble pour faire ça avec tel objectif. Puis le vendredi on fait le point sur la semaine, ou on prépare la semaine d'après, etc. Mais il n'y a pas de réunion pour se dire alors t'en es où, etc. Parce qu'en fait si on multiplie les réunions, on va créer l'effet inverse de tout ce qu'on veut faire depuis des années, c'est-à-dire enlever de l'autonomie et de la responsabilisation aux équipes, parce qu'en fait on va faire du surtracking avec des réunions. Et toi t'en es où Stéphane là-dessus? Tiens, je t'ai donné ça la dernière fois, tu peux me dire, c'est de la on infantilise en fait les personnes facilement avec le digital, donc surtout pas tomber là-dedans. Voilà, c'est un autre sujet. Mais ce que tu dis, c'est très pertinent, mais ça nécessite un travail amont important en termes de maturité de chacun, j'ai envie de dire du collaborateur aussi. Donc effectivement, tu dis digital et managérial parce que pour moi, ça nécessite un travail sur la posture managériale. Et quand je dis posture managériale, j'entends toujours aussi en miroir celle du collaborateur, mais qui doit être déclenchée par le manager, pour que ça soit efficace. J'ai pu constater ça, j'ai vu justement des organisations qui ont essayé avec qui même j'ai travaillé, qu'on a essayé de recentrer sur des rituels, et en fait, tant qu'il n'y a pas cette maturité, ça ne fonctionne pas. Et donc voilà, et après effectivement, apprendre, du coup, profiter de cette opportunité. C'est une culture qu'on va trouver chez les entreprises qui ont l'habitude de travailler à un niveau international, parce qu'il quelque part il n'y a pas le choix. Surtout avec les histoires de décalage horaire, etc. On peut pas multiplier les réunions parce que le moment où on travaille en commun est quand même assez limité. Donc je pense que c'est assez intéressant de s'en inspirer et de se dire que c'est finalement une opportunité effectivement de mieux travailler, quoi. Ouais, j'ai l'exemple d'une grosse boîte qui fait des jeux vidéo très connus, qui sont à la fois à San Francisco, à Montréal et à Paris, et où en fait les time zones et les équipes sont complètement éclatées. C'est-à-dire que c'est pas San Francisco travaille sur le dev, le marketing est à Montréal, etc. Les équipes sont dispersées, et du coup les time zones qui correspondent pour faire des réunions sont extrêmement resserrées, et donc leurs rituels doivent être super efficaces. Et effectivement, ces entreprises qui ont un niveau de maturité plus avancé sur le sujet, de par la contrainte pratico-pratique du fuseau horaire. Et moi je vois un deuxième intérêt à travailler là-dessus, c'est que on voit de plus en plus d'entreprises se questionner sur la semaine de 4 jours,
J'ai même lu quelque part cette semaine que ça pouvait être un moyen de ne pas augmenter les salaires dans des moments d'inflation et où l'entreprise ne pouvait pas se permettre, mais du coup aller donner du temps pour, en termes d'attractivité, pouvoir être intéressante. Et de l'autre côté, j'avais fait une conférence là-dessus et j'avais eu un retour de beaucoup de collaborateurs d'entreprises différentes et certains qui avaient dit on a essayé, ça a été catastrophique. Mais parce que forcément, pour la même raison. Si on n'a pas travaillé énormément sur en fait, c'est une discipline d'organisation du travail, et qui va avec une discipline de posture managériale, effectivement, tout ça ne peut pas fonctionner. Alors que quand on commence à travailler là-dessus, c'est un peu plus opérant. Il y a plein de choses derrière ce que tu dis. La première, c'est que pour revenir sur ton premier point, tu parlais de maturité des collaborateurs, etc. Je crois qu'il y a une porte d'entrée qui est extrêmement pertinente, intéressante et positive pour mettre en place ce genre de choses. C'est la co-construction. Il faut en fait que les rituels soient co-construits au sein de l'équipe, qu'on se mette d'accord ensemble. C'est pas quelque chose de top-down. Ça va être beaucoup plus dur si le manager va dire tout seul, bon, moi je veux qu'on fasse un point là, le lundi 1 heure et vous me reportez ça, et puis le vendredi c'est ça, et puis entre les deux je vais faire des one-one, etc. Non, c'est clairement de quoi on a besoin, quelles infos on a besoin de se partager, dans quel objectif, et on se construit. Et c'est extrêmement riche parce qu'en fait, quand on fait ça, on se construit un ADN d'équipe, une identité. Donc c'est extrêmement fédérateur, on redonne du sens à ce qu'on fait, à notre équipe, et la porte d'entrée de la co-construction est une belle piste. Tout à fait, mais c'est de quoi on a besoin et quel va être le rôle de chacun et quelle est l'autonomie et la responsabilité de chacun là-dedans et à quoi on s'engage. Parce que parfois, de quoi on a besoin, là on va faire un point d'actualité de ce qui se passe, etc. Et puis en fait dans le point d'actualité, c'est le manager qui déroule tout et on parle que de chiffres par exemple. Et au final, ça n'aide personne. Donc de dire c'est quoi un point d'actualité, de quoi on a besoin, en quoi, je veux dire, c'est pas juste pour faire un point d'actualité. Ça doit servir à quoi? Et à partir de là, qu'est-ce que chacun apporte, comment, quelle est sa posture, etc. Et est-ce qu'il y a, pour finir, est-ce que tu as un truc, on a déjà partagé un conseil pratique, mais est-ce que tu as vu quelque chose qui a été mis en place dans les entreprises avec lesquelles tu travailles qui a fait une vraie différence? Je vais parler d'un exemple très pratico-pratique qui se déroulait à la SNCF sur parce qu'on parle des réunions d'équipe, etc. Mais il y a son exemplarité et surtout on parle de rituel. Un comité de direction, c'est aussi un rituel. Donc c'est tout ce qu'on a dit avant s'applique sur un CODIR. Donc c'est l'exemple d'un CODIR sur une direction métier où en fait ce CODIR est hebdomadaire, est censé durer 2h30, il fait 4h30. Toutes les semaines. Le gros problème, c'est qu'on a autour de la table, ou de Teams, des fonctions de direction très très occupées, tout le temps en réunion, qui n'ont pas le temps de préparer leur réunion en fait. En tout cas, c'est ce qui est remonté. Par contre, quand la réunion commence, quand le CODIR commence, ils ont tous un sujet dont ils veulent parler. Donc le patron, là en l'occurrence auquel je fais référence, a beau préparer tout l'ordre du jour qu'il veut, il y a des digressions dans tous les sens, et c'est ça qui génère ce réunion qui passe de 2h30 à 4h30. Ils ont réfléchi au déroulé de ce rituel. Premier sujet, 15 minutes, Stéphanie, c'est toi qui pilotes ça, l'objectif c'est que tu nous dises ça, et que nous on t'alimente là-dessus. Bon, il se trouve que, évidemment je parle d'un client, ils utilisent Aster, du coup ils ont mis en place ces rituels avec Aster, des relances automatiques personnalisées, centraliser l'information en amont, etc. Ils ont recréé leur modèle de comité de direction. Et derrière, pour répondre à ce sujet de digression, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une idée sympa, qui est venue complètement d'eux. Ils se sont dit, on va créer un sujet qui s'appelle parking, à la fin du document, à la fin de l'Aster. Et donc ça, c'est un peu la partie outils. On crée un sujet parking dans le document. Et la règle de management qu'ils mettent à côté de ça, c'est soit ton sujet, tu l'as mis à l'ordre du jour, en amont de la réunion, soit tu l'as pas fait, t'arrives en réunion et il y a ton sujet dont tu veux parler qui est pas à l'ordre du jour. Super, on va le mettre dans parking. Il sera pas oublié, il sera tracé, suivi. À la fin de la réunion, soit il nous reste du temps et on pioche dans le parking, un peu comme les techs ont l'habitude de parler de backlog, on pioche dans le parking et on prend des sujets et on va jusqu'à la fin de nos 2h30. Soit on n'a pas le temps, et ça constituera automatiquement l'ordre du jour de la réunion suivante. Et ils se sont créés comme ça une routine. Donc
on est engagé sur le fait de préparer, si on veut vraiment parler. Et puis, dans le pire des cas, t'inquiète pas, ce sera juste discuter la semaine d'après, donc c'est pas perdu. Il y a toujours une porte de sortie, mais ça fait que les personnes aujourd'hui qui ont beau être des fonctions de direction qui préparent jamais, comme je disais au début, en fait, aujourd'hui préparent leur réunion. Quand il y a un oubli, c'est pas grave, c'est pas perdu, ça sera genre du jour de la réunion d'après. Et on a un collectif qui fait des codires de 2h30 aujourd'hui. Donc, gain de temps, évidemment, phénoménal. Mais aussi dynamique collective du codir. Ça part plus dans tous les sens. Du coup, il y en a un qui se met à parler. Moi, ça m'intéresse pas, je passe sur mes mails. Voilà, on a changé toute la dynamique de cette manière-là. Exemple pratico-pratique de gain de temps, de gain d'efficacité collective avec une alliance digitale et culture, règles managériales. Voilà, et surtout qu'ils aient pu se mettre à préparer parce que effectivement, il valait peut-être mieux qu'ils refusent une réunion autre et que le codir qui est quand même un élément structurant soit efficace. Alors, pour conclure, je vais relire un passage qui est dans ta conclusion, qui est ce livre est préfacé par Yves Cazot, d'IACI de Michelin, et postfacé par Pascal Limurger, DG de la Maïf. Et donc tu dis, l'entreprise est selon moi notre meilleure arme pour répondre aux plus importants challenges auxquels nous sommes confrontés, en permettant aux individus de s'épanouir et de se réaliser dans son travail, nous augmentant les chances de dénouer certaines tensions dans un monde où au contraire elles se cristallisent de plus en plus. Nous injectons de l'énergie positive, motrice et co-constructive dans un monde où les frustrations et les peurs circulent aussi librement que facilement. Je pense que on peut pas être plus d'actualité. Merci Vincent. Merci Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.